Le vent de décembre soufflait sur le Montana comme une bête enragée, hurlant à travers les champs gelés de la ferme Thompson. La neige, soulevée en spirale blanche, effaçait déjà les repères familiers, transformant la campagne en un désert spectral. Michael Thompson, 62 ans, observait depuis la fenêtre de sa cuisine. Il avait affronté de nombreux hivers, mais celui-ci portait une menace particulière, une férocité qui semblait défier toute prudence humaine. « Papa, regarde !» appela Luna depuis l'entrée en enfilant ses lourdes bottes. À 28 ans, elle avait hérité de la ténacité de son père et de la sensibilité de sa mère. Ranger n'arrête pas de marcher devant la porte. On dirait qu'il entend quelque chose. Michael posa les yeux sur leur plus vieux chien, un immense berger allemand dont l'intelligence frôlait l'inquiétant. Ranger se tenait figé, les oreilles pointées, un gémissement grave au fond de la gorge. Thor et Bella, les deux autres bergers, l'avaient rejoint dans cette étrange garde silencieuse, fixant tous les trois la nuit blanche. « Les animaux sentent des choses qu'on ignore », murmura Michael en attrapant son manteau. « Mais ta mère va nous tuer si on sort dans cette tempête. » Pourtant, déjà, ses pas le menaient vers la porte. 35 ans de mariage avec Rebecca, vétérinaire reconnue, lui avait appris qu'on ne discute pas toujours avec l'instinct, surtout quand les chiens insistent. Le froid mordit aussitôt leur visage. Luna resserra son écharpe, tandis que les trois chiens s'élançaient dans le blizzard, silhouettes sombres avalées par la neige. Michael et sa fille les suivirent, enfonçant leurs pas dans une poudreuse qui s'épaississait à chaque mètre. Pendant 20 minutes, ils progressèrent ainsi, les chiens menant la marche comme des éclaireurs. C'est Bella qui trouva la source de leur agitation. Son gémissement aigu fendit le rugissement du vent. Sous un tronc renversé, à moitié enfoui dans la neige, se cachait une petite masse de fourrure tachetée. Michael crut d'abord qu'il s'agissait d'un manteau abandonné. Mais quand Luna écarta la poudre glacée, son cœur se serra. « Oh, papa !» C'est un bébé lynx roux. L'animal n'était pas plus grand qu'un chat domestique. Son pelage moucheté était collé de glace, sa respiration si faible qu'elle paraissait inexistante. Quand Luna le toucha, il resta immobile, comme déjà vaincu par l'hiver. Michael savait qu'il ne fallait pas interférer avec la faune sauvage. Mais ce qu'il vit alors le déconcerta. Ces trois bergers formèrent un cercle protecteur autour du petit, leur corps bloquant le vent, leur geste d'une douceur inhabituelle. Ranger, le mâle dominant, lécha le pelage gelé du chaton, tandis que Thor et Bella pressaient leurs flancs contre lui. « Je n'y comprends rien », souffla Luna. « Il devrait le voir comme une proie. 30 ans que j'élève des bergers, et je n'ai jamais vu ça, » répondit son père. Il prit une décision qui allait bouleverser leur vie. « On le ramène. Ta mère saura quoi faire. » La marche de retour fut une lutte. Luna serrait le petit contre elle, l'abritant dans son manteau, tandis que Michael ouvrait le chemin. Les chiens flanquaient leur famille comme des gardes du corps, refusant de s'éloigner de l'étrange protégé. Lorsqu'ils franchirent enfin le seuil de la maison, Rebecca leva les yeux de ses papiers. À 58 ans, cette vétérinaire chevronnée savait reconnaître la lueur d'urgence dans les regards de son mari et de sa fille. « Ne me dites pas que vous avez bravé cette tempête pour... » Sa phrase mourut quand Luna entr'ouvrit son manteau, révélant le chaton à demi inconscient. L'instinct professionnel prit aussitôt le dessus. « Vite, posez-le sur la table. » Luna court chercher ma trousse d'urgence. Michael met des serviettes au sèche-linge. Pendant 2 heures, Rebecca travailla avec minutie. Réchauffement progressif, perfusion, massage. Le petit félin était déshydraté, émacié, manifestement séparé de sa mère depuis plusieurs jours. Autour d'eux, les chiens ne bougeaient pas, couchés en demi-cercle, les yeux fixés sur chaque geste. Honnêtement, je doute qu'il passe la nuit, avoua Rebecca d'une voix basse. Il est trop jeune. Mais à ce moment précis, Ranger s'approcha. Prenant doucement une serviette tiède entre ses crocs, il la déposa à côté du chaton avec un soin bouleversant. Luna sentit ses yeux se remplir de larmes. On improvisa un petit enclos dans le salon, sous la lumière de lampes chauffantes. Les chiens reprirent leur veille, étendus contre les couvertures, comme pour lui prêter leur chaleur. À l'aube, un bruit étrange réveilla Michael. Ranger geignait, non de douleur, mais de joie. Il dévala l'escalier et découvrit le miracle. Le chaton se tenait debout, vacillant mais vivant. Les trois bergers battaient de la queue, surexcités, tandis que la minuscule créature faisait ses premiers pas maladroits. Incroyable, souffla Rebecca en peignoir, stupéfaite. Ce petit survivant vient de me prouver que j'avais tort. Ils lui donnèrent un nom, Scout. Parce qu'il explorait tout, et parce qu'il semblait toujours prêt à imiter ses frères d'adoption. Jour après jour, Scout copiait les chiens, il s'asseyait quand ils s'asseyaient, se couchait à leur côté, et même essayait d'aboyer, un drôle de piaillement qui faisait éclater la famille de rire. Ce n'était pas seulement du mimétisme. Scout apprit à marcher au pas,
la tête penchée comme eux à l'écoute du moindre bruit. Chaque sortie des chiens devenait une patrouille commune, où le petit félin trottinait parmi eux, calquant ses gestes sur ceux de la meute. Un matin de printemps, Luna observa par la fenêtre et sourit. Scout tentait d'imiter leurs marquages territoriaux, maladroitement, comme s'il ignorait les limites de son espèce. « Il croit vraiment qu'il est l'un des leurs », murmura-t-elle. Le printemps avait apporté un souffle nouveau sur la ferme Thompson. Les pâturages se teintaient de vert tendre, les collines se parsemaient de fleurs sauvages, et le soleil dissipait peu à peu la morsure de l'hiver. Scout, qui n'était plus le minuscule chaton glacé découvert sous un tronc, avait grandi à vue d'œil. Sa démarche demeurait féline, mais chacun de ses gestes trahissait l'influence de ses compagnons. Quand Ranger dressait l'oreille, Scout imitait. Quand Thor bondissait pour intercepter un ballon, Scout se jetait lui aussi dans la course, préférant toutefois taper l'objet avec ses pattes plutôt que de le rapporter. La famille regardait cette métamorphose avec un mélange d'étonnement et d'amusement. Michael filmait parfois ces scènes cocasses, d'abord pour conserver des souvenirs. Mais Luna insista pour publier quelques vidéos sur Internet. « Les gens doivent voir ça, papa. Ce n'est pas tous les jours qu'un lynx roux croit être un berger allemand. » À leur grande surprise, les images devinrent virales. On voyait Scout assis au garde-à-vous parmi les chiens, ou encore dormant roulé contre Bella. Les commentaires affluaient, ébahis. Certains parlaient d'un miracle, d'autres de la preuve que les frontières entre espèces n'étaient pas aussi rigides qu'on le croyait. Des chercheurs contactèrent même la famille, fascinés par ce cas unique d'imprégnation. Rebecca restait prudente. Elle savait que Scout, malgré son comportement inhabituel, restait un animal sauvage. Ses instincts pouvaient ressurgir à tout moment. Pourtant, elle observait elle aussi la singularité de ce lien. Quand Scout voyait un oiseau, il se tendait parfois comme un chasseur. Mais, l'instant d'après, il tournait la tête vers Ranger et choisissait de l'imiter, abandonnant sa proie imaginaire. Comme si, pour lui, la vie de la meute passait avant l'appel de la nature. Au début de l'été, l'attention médiatique dépassa leurs attentes. Un matin, alors que Rebecca servait le café, un pick-up officiel s'arrêta devant la maison. Un homme en uniforme en descendit, le visage sérieux, un dossier à la main. « Monsieur Thompson ?» « Je suis l'agent Martinez, du département de la faune et de la pêche. Nous devons parler de votre bobcat. » Rebecca l'invita à entrer, gardant son calme professionnel. Autour de la table, l'agent expliqua d'une voix ferme mais non dénuée de bienveillance. « J'ai vu les vidéos. Je comprends votre attachement. Mais garder un lynx roux sans permis est illégal dans cet état. Ces animaux deviennent dangereux à l'âge adulte. Ils peuvent atteindre plus de 18 kilos et leurs griffes, leurs crocs, sont faits pour tuer. » « Mais Scout n'est pas comme les autres, » protesta Luna. « Il a grandi avec les chiens. Il croit qu'il est l'un d'eux. » Lagen zu Pira. « Je ne le nie pas. C'est un cas exceptionnel. Mais la loi est claire. La faune doit rester dans la nature. » La famille tenta tout. Ils déposèrent une demande de permis spécial, soutenue par des lettres de collègues de Rebecca, de spécialistes du comportement animal, et même de chercheurs intrigués par Scout. Les semaines passèrent, ponctuées d'espoir et d'attente. Pendant ce temps, Scout continuait de grossir, atteignant près de 12 kilos. Pourtant, il ne montrait aucune agressivité. Chaque soir, il rejoignait ses frères pour dormir au salon. Chaque matin, il partait patrouiller les clôtures du domaine. Puis, en juillet, la réponse tomba, refusée. Le département restait inflexible. Scout devait être confié à un sanctuaire du Colorado ou relâché dans la nature avec un collier GPS pour suivre sa survie. La nouvelle fut un coup de massue. Rebecca relut la lettre à voix haute, la gorge serrée. Michael serra les poings. Luna éclata en sanglots. Scout, assis à leurs pieds, observait leur visage sans comprendre, poussant son petit aboiement étrange, comme pour les rassurer. Le choix fut terrible. Le sanctuaire assurait sécurité et soins, mais il enfermerait Scout loin de sa meute. La liberté signifiait les risques de la faim, des prédateurs et de l'isolement. Après de longues nuits de discussion, ils optèrent pour la seconde solution. S'il doit mourir, dit Michael d'une voix rauque, ce sera en ayant une chance de vivre comme un vrai lynx. Le jour de la libération arriva. Le ciel était bas, lourd, comme s'il partageait la peine de la famille. Une équipe de biologistes conduisait l'opération, parmi eux la docteure Sarah Hawthorne, spécialiste des félins sauvages. Fascinée par Scout, elle avoua « En 20 ans de recherche, je n'ai jamais vu un lynx adopter le comportement d'une meute. C'est révolutionnaire. » On posa un collier GPS spécialement conçu pour suivre ses déplacements. Les chiens tournaient autour de Scout, nerveux, gémissant comme s'ils pressentaient la séparation. Luna le serra une dernière fois contre elle. « Comment lui expliquer qu'on ne l'abandonne pas ?» murmura-t-elle, la voix brisée.
L'instant du départ fut brutal. La cage s'ouvrit, et Scout s'avança dans la clairière. Il se figea, se retourna vers la famille, vers ses frères chiens, hésitant longuement. Puis il disparut dans les fourrés. Le silence qui suivit fut insupportable. Seul le bip régulier du GPS, clignotant sur l'écran des chercheurs, témoignait de sa présence, quelque part entre liberté et perdition. Les jours qui suivirent la libération furent pour la famille Thompson un mélange d'espérance et de torture. Le collier GPS de Scout envoyait ses signaux 2 fois par jour, et chacun d'eux était attendu comme une délivrance. Au début, l'icône restait figée sur l'écran, presque immobile. Rebecca, les yeux rivés à l'ordinateur, ne cessait de répéter que c'était mauvais signe. Il ne se déplace pas assez, il doit être faible. Peut-être qu'il ne sait pas chasser. Sa voix tremblait à chaque mot. Michael tentait de la rassurer, mais au fond, ses propres doutes l'assaillaient. Au 8e jour, tout changea. L'icône se mit à bouger, dessinant une ligne qui n'avait rien d'erratique. Scout avançait, avec une précision qui surprit même les biologistes. Il se dirigeait vers le nord-est, droit vers la ferme. « Ce n'est pas du hasard », déclara la docteure Hawthorne au téléphone, son excitation palpable. « Il connaît le chemin. C'est comme s'il avait une carte dans la tête. » Chaque soir, la famille punaisait sur une grande carte de la cuisine la position reçue. Les points formaient une route obstinée, franchissant rivières et collines. Michael traçait la progression d'un geste ferme, comme pour donner corps à cette volonté de retour. Luna, de son côté, ne dormait presque plus. Elle passait ses nuits sur le canapé, espérant être la première à voir surgir la silhouette familière du félin. Les chiens eux-mêmes semblaient pressentir quelque chose. Ranger et Thor restaient de longues heures immobiles, fixant la lisière des bois. Bella, parfois, poussait un gémissement doux, comme si elle appelait son frère disparu. Les nouvelles de terrain étaient incroyables. Scout avait franchi la rivière Madison, traversé la Highway 287 en pleine nuit. Il a attendu le moment où il n'y avait pas de trafic, commenta Michael en suivant la ligne sur la carte. Comme s'il savait. Hawthorne, de plus en plus fasciné, affirma que ce comportement défiait toutes les théories sur les félins solitaires. Puis survint le silence. Au 15e jour, le signal GPS s'éteignit brutalement. Rebecca se figea devant l'écran vide, les mains crispées. Ce n'est pas normal. Le collier fonctionnait encore parfaitement. 3 jours passèrent sans aucune nouvelle. Chacun vécut ses heures dans une angoisse muette. Rebecca imaginait les pires scénarios. Un accident, une attaque de prédateurs, la faim. Luna, épuisée, pleurait en silence dans son lit improvisé du salon. Michael tentait de rester solide, mais ses yeux rougis le trahissaient. Les chiens, eux, étaient nerveux, tournant en rond dans la maison comme s'ils cherchaient quelqu'un qu'ils ne parvenaient pas à trouver. Le 4e matin, tout bascula. Un cri retentit à l'aube. « Maman, papa !» Il est revenu. Luna, essoufflée, venait de franchir la porte de leur chambre. Michael et Rebecca se précipitèrent dehors. Dans la cour, assis calmement au milieu de la neige fondue, se tenait Scout. Il avait changé. Sa silhouette, plus musclée, portait la trace des épreuves traversées. Sa fourrure, autrefois douce et soignée, était terne, par endroits emmêlée. Ses yeux, en revanche, brillaient d'une intensité nouvelle, mélange de fatigue et de triomphe. Dès qu'il aperçut ses frères chiens, il poussa son aboiement étrange, ce son si particulier, puis trotta vers eux en reproduisant leur démarche de talon à talon. Ranger se jeta sur lui avec un gémissement de joie, Bella pressa son corps contre le sien, Thor bondit autour comme un fou. Rebecca tomba à genoux pour l'examiner. Pas de blessure profonde, mais une maigreur évidente, des coussinets usés, et le collier disparut. Il l'a perdu. Ou arraché, murmura-t-elle, incapable de cacher son émotion. L'information se répandit comme une traînée de poudre. Quelques heures plus tard, l'agent Martinez et la docteure Hawthorne arrivaient à la ferme, accompagnés de 2 chercheurs. En voyant Scout blotti entre les chiens, reprenant naturellement sa place dans la meute, tous restèrent sans voix. « C'est une première mondiale », déclara la biologiste. Il a eu le choix de rester dans la nature, et il a choisi de revenir. C'est un acte volontaire, pas un accident. Michael, les bras croisés, fixait son bobcat avec fierté. « Il sait où est sa famille », dit-il simplement. Luna, toujours agenouillée près de Scout, éclata en sanglots de soulagement. Les chiens, eux, ne le lâchaient pas d'une semelle, le reniflant, le léchant, comme pour s'assurer qu'il ne repartirait plus. Ce soir-là, la maison retrouva une atmosphère de chaleur qu'elle avait perdue depuis des semaines. Scout s'installa dans le salon, couché entre Thor et Bella, et ronronna longuement. Luna lui caressait la tête, incapable de croire qu'il était réellement revenu. Michael resta debout longtemps, observant la scène. La nature l'a libéré, mais son cœur l'a ramené ici, souffla-t-il,
la voix brisée par l'émotion. Pour Rebecca, ce retour marquait un tournant. Ce n'est pas seulement notre histoire, dit-elle en fixant Hawthorne. C'est une preuve que l'amour peut dépasser l'instinct. Mais elle savait aussi que le combat n'était pas terminé. Les lois restaient les lois. Et tôt ou tard, les autorités devraient décider si Scout avait le droit de rester auprès d'eux. Le retour de Scout bouleversa tout. Les médias, déjà captivés par son histoire, redoublèrent d'intérêt. Des journalistes appelèrent, des chercheurs affluèrent, et le nom des Thompson devint synonyme d'un cas unique dans l'histoire de la cohabitation entre l'homme, les animaux domestiques et la faune sauvage. Mais avec cette notoriété grandissante venait aussi la crainte d'une nouvelle intervention des autorités. Un matin, l'agent Martinez revint à la ferme, accompagné de la docteure Hawthorne et de 2 collègues. Michael, méfiant, les accueillit sur le perron, les bras croisés. Mais le visage de l'agent n'exprimait ni sévérité ni menace. Il semblait troublé, partagé entre son devoir et ce qu'il venait de voir. « Nous avons suivi l'affaire de près », commença-t-il. Ce retour volontaire est inédit. Un lynx roux qui choisit sa famille humaine et canine, c'est une révolution pour la science. Mais la loi, elle, n'a pas changé. Rebecca intervint avec calme. Alors il faut peut-être changer la loi. Cet animal n'est pas dangereux. Il est la preuve vivante qu'un lien sincère peut dépasser les instincts. Voulez-vous vraiment le condamner à l'exil après ce qu'il vient d'accomplir ? La docteure Hawthorne, jusque-là silencieuse, prit la parole. Je n'ai jamais vu cela en 20 ans de carrière. Les félins sont des solitaires, incapables d'intégrer une meute. Mais Scout ne se contente pas de vivre avec ses chiens. Il les imite, il adopte leur code, il se comporte comme eux. Si nous le séparons de sa famille, ce n'est pas seulement cruel, c'est une erreur scientifique. Les débats durèrent plusieurs semaines. Des spécialistes du comportement animal, des vétérinaires, et même des généticiens se penchèrent sur le cas. Les vidéos de Scout en train de marcher au pas avec les chiens, de s'asseoir pour une friandise ou de se coucher au pied du fauteuil de Michael firent le tour du pays. Finalement, une décision inédite tomba. Les Thompson recevraient un permis spécial, assorti de conditions strictes. Scout pourrait rester avec sa famille, à condition que son état soit régulièrement contrôlé et que son histoire serve de base à des programmes de sensibilisation. La signature du document se déroula lors d'une petite cérémonie improvisée dans la cuisine de la ferme. Agent Martinez, visiblement ému, déclara « Ce que nous faisons aujourd'hui est une première. Vous ne serez pas seulement les gardiens de Scout, mais aussi les témoins d'une nouvelle compréhension du lien entre l'homme et le sauvage. » À partir de ce jour, la vie reprit son cours, mais avec une nouvelle mission. Scout devint un symbole. Des étudiants vinrent l'observer, des chercheurs publièrent des articles sur lui, et Rebecca donna des conférences où elle expliquait que la biologie ne suffit pas à définir une famille. Pourtant, pour les Thompson, tout cela importait peu. Ce qui comptait, c'était la joie de voir leur félin trotter chaque matin aux côtés de Ranger, Thor et Bella, inspectant les clôtures comme un chien de garde. Les années passèrent. Scout grandit, atteignant toute la puissance d'un lynx adulte, mais sans jamais perdre ses habitudes canines. Il répondait à son nom, venait quand on l'appelait, secouait même la patte pour dire bonjour aux visiteurs. Ses moments de chasse restaient rares et maladroits, comme si cette part de lui s'était effacée au profit de son rôle au sein de la meute. Pour Luna, il devint plus qu'un compagnon. Il était un frère, un confident silencieux qui venait s'allonger contre elle lors de ses soirées de solitude. Michael, en l'observant, voyait en lui la confirmation que l'instinct peut être façonné par l'amour. Et Rebecca, malgré sa rigueur scientifique, ne pouvait s'empêcher de sourire en répétant aux journalistes « Cet animal m'a appris que la logique a ses limites. » Avec le temps, Scout inspira des générations de chiens. Quand une nouvelle portée de bergers allemands naquit à la ferme, le lynx prit naturellement un rôle de figure protectrice. On pouvait le voir corriger les chiots d'un coup de patte doux ou leur montrer comment se coucher calmement. Sa présence imposait le respect, et jamais les jeunes chiens n'osèrent défier son autorité bienveillante. Les visiteurs affluaient pour voir de leurs propres yeux ce phénomène. Mais ceux qui venaient s'attendaient à un spectacle de curiosité repartaient bouleversés. Car ce qu'ils voyaient n'était pas un lynx dressé comme un chien, mais une famille unie, soudée par quelque chose de plus fort que les règles de la nature. Le temps fit son œuvre. Scout vieillit aux côtés de Michael, Rebecca et Luna. Son pelage, autrefois éclatant, se parsema de gris, sa démarche se fit plus lente. Mais il resta jusqu'au bout fidèle à sa meute, fidèle à ce choix qu'il avait fait un jour d'été en revenant vers la ferme. À 15 ans, entouré de la 4e génération de bergers allemands qu'il avait aidé à élever, il s'éteignit paisiblement, la tête posée sur les pattes de Ranger Junior. Le silence qui suivit sa mort fut lourd, mais pas désespéré. Car dans chaque recoin de la ferme, dans chaque geste des chiens, dans chaque souvenir des Thompson, l'esprit de Scout restait vivant. Rebecca, interrogée par un jeune chercheur venu comprendre son histoire, donna la seule réponse qui lui semblait juste
L'amour ne connaît pas de frontières. Scout Naus l'approuve. Et ainsi, l'histoire de ce lynx qui avait choisi d'être un chien, qui avait choisi l'amour plutôt que l'instinct, continua d'inspirer ceux qui l'entendaient. Une leçon simple et pourtant immense. La famille n'est pas toujours celle qui nous est donnée par naissance, mais celle que l'on choisit, celle qui nous choisit.